Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre 2024. Nous commençons une nouvelle semaine, une semaine de tous les dangers à bien des égards, et sur la scène internationale, avec notamment les décisions de Biden d'autoriser Zelensky à envoyer des missiles longue portée sur la Russie, mais aussi sur la réunion qui se tient en Argentine, la réunion du G20, où, semble-t-il, des grandes décisions vont être prises, et notamment sur l'affaire de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Bon, vous savez qu'il y a actuellement un conflit entre, d'une part, la France et, d'autre part, la majorité des États membres de l'Union européenne, que Mme von der Leyen a décidé de se passer, en fait, de l'accord de la France, que la France n'a pas les moyens, si elle respecte les règles, de faire capoter le projet, puisqu'il faudrait qu'il y ait une minorité de blocage qu'elle n'a pas, puisque la minorité de blocage, c'est 4 États et 35% de la population de l'Union européenne, ce qui ne semble pas être le cas. Et donc on est devant cette situation qui met en colère, à juste titre d'ailleurs, l'ensemble des agriculteurs français et tout spécialement les agriculteurs familiaux, mais aussi un certain nombre d'agriculteurs dans d'autres pays, notamment en Pologne, en Italie. Mais on voit bien que, en fait, la construction européenne, eh bien, elle est en train d'achever le travail, si j'ose dire, c'est-à-dire de donner tout pouvoir aux grands fonds de pension, aux grands fonds d'investissement, notamment anglo-saxons, au détriment notamment de l'agriculture de la France, qui non seulement représente des centaines de milliers d'emplois, mais c'est même notre chair, notre sang, puisque c'est l'identité de la France qui est en cause. Alors j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez, puisque je l'avais déjà invité en février. C'est Sébastien Béraud, qui est agriculteur en Haute-Loire et qui avait défrayé, on peut dire, la chronique lorsqu'il avait été interrogé, je crois que c'était sur CNews, où il avait dit que la seule solution qui s'offrait finalement aux agriculteurs, c'était de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors s'ils ont ben oui, solution, quelle est l'issue du mouvement? La solution. Je vais la donner. Ah bah, c'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, ouais. on peut commencer. Ah mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah mais vous verrez. Vous avez plus réaliste comme solution, non, plus concret. On est à un mois du salon de l'agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques et surtout à 1 an des futures élections Chambre d'agriculture. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahi tous les jours par l'Europe. Ouais, ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça sera pas compliqué parce que le peuple peut bien avoir raison. Bon, attendez, la parole. Voilà, je crois que vous n'avez jamais été... Bonjour d'abord Sébastien Béraud, comment allez-vous? Bonjour. Bah, ça pourrait mieux aller parce que c'est la colère, on est dans le marasme, rien n'est réglé, on en est au même point qu'en février et que les années antérieures. Et si on ne change pas, dans 6 mois, on en sera au même point. Est-ce que vous avez été réinvité sur CNews depuis l'esclandre que vous aviez fait, en fait? Ben, en fait, ils m'ont posé la question, quelle solution pour sortir du marasme agricole? Ben, je leur ai dit Frexit. Et ils n'ont pas apprécié. Ils se sont décomposés devant moi, ils ne voulaient plus que je prenne la parole, et ils ne m'ont plus réinvité, alors que normalement, ils avaient dit qu'ils me réinviteraient. Mais... vu que quand on dit Frexit, on est un terroriste ou un facho, et ben voilà. Écoutez, je connais ça, vous imaginez, j'ai beaucoup de sympathie, d'amitié, non seulement pour vous, mais toutes les personnes que vous représentez. Alors, on en est où en ce moment dans le monde agricole? Est-ce que vous avez encore un petit espoir? Enfin, d'abord, est-ce que vous avez autour de vous un certain nombre de réseaux de gens qui vous font confiance? Et puis, qu'est-ce qu'on pense en ce moment dans le milieu agricole, justement, sur cette affaire de Mercosur? Est-ce que vous pensez que Macron, comme il l'a dit dans l'avion, il a dit « je vais essayer de continuer à défendre les agriculteurs ». Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense que c'est un pompier pyromane, comme toujours. Moi, je suis allé au Brésil il y a 1 mois et demi. J'ai discuté avec les agriculteurs brésiliens. Voilà, dans leur tête, pour eux, c'est fait. Hein. C'est fait parce qu'aujourd'hui, ils peuvent nourrir 2 milliards d'habitants et avec 60% de forêt amazonienne. Donc, il suffit juste qu'ils déforestent un peu plus et ils vont pouvoir nourrir la moitié de la planète. Donc, et ils ont un gros besoin de voitures. Parce que la population brésilienne, elle est importante, elle a un niveau social qui augmente, tout comme en Argentine. C'est des pays qui ont un grand essor social, culturel, tout le contraire de nous, qu'on fait marche arrière. Donc, ils vont tous rouler avec des voitures. La France va leur vendre des voitures, l'Allemagne. Donc, on nous l'a fait juste à l'envers une fois de plus. Et je me rends compte qu'à 2 mois des élections, Chambre d'agriculture pour
le renouvellement de la FNSEA pour 50 plus et 15 millions d'euros dans les caisses. Là, ils vont se servir une nouvelle fois de la misère agricole, paysanne, pour faire sortir leurs syndiqués pour une fois de plus leur la faire à l'envers, puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Donc ça ne sert à rien d'aller manifester contre le Mercosur, alors que c'est le syndicat agricole de la FNSEA avec la van der Leyen au travers du COPA-COGECA qui signe les accords de libre-échange. Donc c'est comme l'année dernière qui nous ont fait sortir pour manifester contre le GNR, alors que c'était Rousseau qui avait demandé à ce qu'il y ait des taxes en plus pour son groupe Avril dont il est propriétaire et pour remplir les caisses. Donc à chaque fois, ils nous la font à l'envers. Voilà. Vous avez raison d'insister là-dessus. Personnellement, je suis comme vous, c'est le genre de choses qui me met hors de moi de voir l'hypocrisie incroyable de certains qui nous dirigent, des catégories de la classe dirigeante française dans tous les partis politiques en fait, hein, y compris du RN d'ailleurs jusqu'à l'extrême gauche, puisque personne ne veut sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, on n'entend pas beaucoup parler en fait de l'opposition sur ces questions. Hein. Ils font comme Macron, ils disent qu'ils sont contre, mais c'est tout. Et en fait, on va dans le mur. Alors vous parlez de la FNSEA qui représente quand même plutôt les intérêts des très grands céréaliers, des très grandes entreprises, pas totalement, mais quand même c'est plutôt ça. Mais quid, qu'est-ce qui se passe avec les autres syndicats, la coordination rurale par exemple, ou bien la Confédération paysanne, qu'est-ce qu'ils disent ces syndicats qui eux sont plus proches quand même des agriculteurs familiaux? Le problème, c'est qu'ils sont dans la même démarche des élections en chambre d'agriculture et du pouvoir politique, parce que la Confédération paysanne, là aussi, ils sont raccordés à Mélenchon, à la gauche. L'ACR, ils sont raccordés au RN et à Zemmour qui ne veulent pas sortir de l'Europe. Donc, aucun de ces syndicats ne veut sortir de l'Europe. D'ailleurs, je les ai tous rencontrés. Ils ne veulent pas. Donc, du coup, moi, je suis en train de monter mon syndicat Verte France pour sortir de l'Europe et pour rassembler tous ces paysans. On est quand même 60% à ne pas être syndiqués et à vouloir plutôt sortir de l'Europe. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui veulent sortir de l'Europe. Donc, on va faire un bras de force avec ces personnes. C'est dommage parce que l'ACR, il y a des bonnes personnes à l'ACR. Mais en haut lieu, ils ne veulent pas mettre ça sur le tapis. La semaine dernière, j'ai fait une interview où on devait avoir le porte-parole de l'ACR et quand il a su que c'était pour parler de la sortie de l'Europe, il n'est pas venu. Parce qu'il ne faut surtout pas mettre ça sur le tapis avant les élections chambre d'agriculture qui auront lieu fin janvier. Alors, il ne faut pas le mettre avant les élections à la Chambre d'agriculture, il ne faut pas le mettre non plus avant l'élection présidentielle, il ne faut pas en parler avant les élections législatives, il ne faut pas en parler au moment des élections européennes, enfin, etc. Il ne faut jamais en parler en définitive, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et en fait, vous êtes victime, exactement comme je le suis depuis 17 ans et demi, du fait que lorsque on sort de cette camisole de force, aussitôt, on est entièrement blacklisté. Sur les grands médias français, vous avez un peu la parole ici ou là sur les médias alternatifs. Je suis heureux, vraiment. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Nous, on va faire notre possible pour diffuser cet appel que vous faites. Donc, Verte France, vous l'avez déjà créé ou vous allez le créer? C'est fait Ça y est, on l'a créé, là. Ce week-end, j'ai réuni 250 personnes dans ma commune où on a lancé, voilà, on a flotté des t-shirts. On a des camions publicitaires qui passent dans les grandes villes parce qu'on a des investisseurs patriotes qui croient en nous. Mais c'est pas que pour l'agriculture, hein, c'est pour toute la ruralité, les transports qui sont vraiment lésés avec les pays de l'Est, les TPE, les PME qu'on en marre de toutes ces normes européennes. En fait, c'est tout le peuple qui veut garder sa France contre les mondialistes, les européistes. Voilà. Alors ce qui se passe aux États-Unis quand même est une éclaircie dans le paysage. Non pas que Trump soit forcément formidable dans tous les domaines, mais enfin en attendant, tous les jours on apprend des décisions assez extraordinaires qui sont prises avec des nominations de proches qui donnent l'impression de vouloir plus même que secouer le cocotier, mais renverser la table sur toute une série de sujets. Que ce soit en matière de narratif international, où maintenant on a la prochaine chef du renseignement qui explique que Zelensky, en fait, c'est un dictateur qui a supprimé tous les partis politiques, qui a verrouillé tous les médias, ce qui est exact, que ce soit en matière de santé, où Robert Kennedy Jr. S'attaque directement maintenant au tout vaccin et à Big Pharma. Et puis, de façon plus générale, ce qui est intéressant, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que souvent, malheureusement c'est comme ça, souvent ils donnent un petit peu
comment dirais-je, l'impulsion sur ce qui va se passer dans le reste du monde, en particulier dans le monde occidental. Donc moi, il me semble, je pense, enfin, c'est une parole d'espoir que je lance, il me semble qu'on est en train d'assister à une désagrégation de l'idéologie mondialiste et donc à un retour des nations. Alors, moi, si toutes les personnes qui vous écoutent et avec moi nous font confiance, je m'adresse ici en particulier aux agriculteurs, il faut qu'ils se prennent en main. Et effectivement, moi, je soutiens ce syndicat Verte France, puisque, si je comprends bien, c'est le seul syndicat agricole qui s'attaque à la racine du problème. La racine du problème, c'est bien notre appartenance à l'Union européenne qui nous impose une politique agricole commune qui, en fait, est en train de ne servir que les intérêts des plus grandes entreprises capitalistiques du domaine, l'industrie agroalimentaire qui obéit à des fonds d'investissement étrangers souvent, au détriment de tout ce qu'a été la France. Voilà. Donc si vous en avez assez, les agriculteurs, de vous faire balader par les différents syndicats de droite, de gauche, comme si la droite et la gauche avaient encore une importance, alors que de toute façon on a la même politique, eh ben moi je me permets j'ai pas d'action dans le syndicat de Sébastien, mais je me permets de lancer un appel. Adressez-vous. Comment on fait pour s'adresser à vous, Sébastien Béraud? Est-ce que vous avez une adresse courriel que vous pouvez indiquer là? Voilà. On la mettra. Oui, donc j'ai un mail épi avec un S 43 @protonmail.com. Alors, EPIS avec un S 43 parce que vous êtes de la Haute-Loire, hein, vous êtes un alto-ligérien, donc 43 c'est le numéro de département, donc EPIS, il n'y a pas d'accent, hein, EPIS 43 protonmail.com. Protonmail, protonmail.com. Voilà. Et donc, si vous voulez apporter votre soutien et adhérer à ce mouvement, il faut absolument que les agriculteurs se prennent en charge. À part ça, est-ce que vous avez prévu, vous ou bien dans la profession, est-ce qu'il va y avoir des manifestations comme on le dit? Il paraît que ça commence à bouger. J'ai vu d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, que M. Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a fait des déclarations que j'ai trouvées absolument scandaleuses d'ailleurs. Hein. On a l'impression que vous êtes, le ministre de l'Intérieur a l'air de considérer les agriculteurs comme des terroristes ou des délinquants en disant qu'il y aura, je sais pas quoi, ça sera tolérance zéro. C'est incroyable ça. Mais enfin, avant d'en parler, est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues avec des lieux, des dates? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ben là, ça y est, les syndicats, ils ont lâché les chevaux, il faut aller mettre du lisier de partout, du fumier, bloquer les préfectures. Et ce qui est surprenant, c'est que Retailleau, ministre de droite des LR, avec les agriculteurs qui votent en grande partie à droite, et ça commence à dynamiter. Parce que je pense que ce qu'ils ont peur, Retailleau et compagnie, c'est que le peuple de France, il rejoigne les agriculteurs. D'ailleurs, moi, je demande au peuple de France de nous rejoindre, mais pas de rejoindre la FNSEA, surtout pas. Parce qu'on a vu l'année dernière, quand on était aux portes de Paris avec les tracteurs, c'est Rousseau qui a sifflé la fin de la partie, et on n'a rien obtenu. C'est Rousseau qui manigance avec Macron et compagnie, avec les européistes, toute cette franc-maçonnerie, que nous, les paysans, on n'en a rien à foutre de leurs histoires. Nous, on veut vivre avec du bon sens paysan. Les consommateurs français, ils veulent consommer des produits français avec des normes. Ils ne veulent pas consommer des vaches aux hormones d'Amérique, des lentilles au Roundup, voilà, du soja OGM. Tout ça, on peut le produire en France et en Europe et de façon normale et avec des normes adéquates, comme veulent les Français. En fait, on nous a appris à produire d'une certaine manière pour faire une alimentation saine, équilibrée, et on fait tout le contraire sur le papier. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme si faire venir des produits de l'autre bout du monde, ça ne polluait pas. Donc, la meilleure écologie, c'est de produire au plus proche du lieu de consommation. Le reste, c'est de l'escrologie. C'est juste pour faire un maximum de pognon sur le dos des citoyens européens, voilà. Ah, écoutez, je bois vos paroles, vous avez 1000 fois raison. Effectivement, ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'il ne faut plus prendre sa voiture, qu'il faut ne plus produire de CO2, etc., en fonction d'ailleurs d'une théorie sur le réchauffement climatique d'origine anthropique qu'il est interdit de remettre en question, alors qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui se posent beaucoup de questions. Enfin, c'est un autre sujet. En attendant, ce sont les mêmes qui nous disent qu'ils veulent sanctionner l'utilisation de la voiture, on le voit par exemple à Paris ou ailleurs,
qui par ailleurs promeuvent une délocalisation des productions agricoles, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'au lieu de produire localement de la viande ou du lait, ou etc., ou de l'élevage, on va aller se fournir au Brésil. C'est-à-dire que ça va, en termes de bilan de CO2, est absolument calamiteux. Donc ça montre l'hypocrisie de tout ça. Les syndicats dont on parle, la FNSEA, Coordination rurale, Confédération paysanne, ils sont en partie subventionnés par l'Union européenne, non? Oui, ils sont surtout subventionnés par l'État, par la France. Les petits syndicats, 3 millions par an, et la FNSEA autour de 15 millions. Et pour être de l'opposition contrôlée, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Tout est décidé avant de nous emmener dans les manifestations, c'est ça qui est fou. Et sur le dos de la misère des paysans, parce que les paysans, il y en a beaucoup qui ne sont pas réveillés, il y en a beaucoup qui n'ont pas Internet, ils sont la tête dans le guidon. Et aller en manifestation, souvent, c'est un échappatoire au suicide, à la solitude, retrouver d'autres paysans, être dans le combat. Sauf que les pauvres, ils se font manipuler. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est pas normal que des multimillionnaires comme Rousseau, président du groupe Avril, c'est le plus grand groupe multinational, coopératif, industriel, qui gagne autant sa vie en important des produits de l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'il est pour les importations et le libre-échange, que de récolter ces produits agricoles. Et les paysans, il y a 2 morts par jour, entre 50 et 70 exploitations qui disparaissent tous les jours. La moitié des paysans vont être à la retraite d'ici 7-8 ans. On est à peine 400 000, mais il ne va plus personne rester dans les campagnes. Et le peu qui vont rester, ça va être des grandes exploitations qui seront intransmissibles parce que personne ne pourra les racheter. Et ça va être BlackRock ou des fonds d'investissement étrangers qui vont racheter le capital social. Donc en même temps, ils vont racheter les terres, ils vont racheter tout ce qu'il y aura acheté. Et ça va devenir des soft-causes et des cold-causes comme en Union soviétique. Et on ne sera plus là pour vous fournir de l'alimentation, on sera là pour vous fournir de l'énergie verte. Parce que l'Europe, comme vous le savez très bien, elle veut nous imposer 30% d'énergie renouvelable. Et ça, ils veulent le faire aux paysans. Moi, tous les jours, je reçois pour mettre des champs de panneaux photovoltaïques, pour mettre des éoliennes, pour faire de la méthanisation. C'est ça qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de créer la farine d'insectes. Avec l'intelligence artificielle, ils veulent multiplier des cellules souches pour fabriquer des steaks. Donc, ils veulent plus que ce soit des steaks fabriqués par les éleveurs français. Et à côté de ça, ils vont nous faire entrer tout un tas d'alimentations avariées qui viendra de l'autre bout du monde. Donc, on marche complètement sur la tête. Et de partout. Parce qu'on veut nous interdire les voitures diesel en France. Par contre, les envoyer au Brésil, les voitures diesel, ça dérangera personne. La pollution, on la veut pas chez nous, mais on la déplace. Parce que quand on importe de l'étranger, on crée de la pollution. C'est fou d'en arriver là. On le voit bien, on a perdu le textile, tout ça, mais pour venir de Chine, ben ça pollue. Ça, si on veut nous dire que ça vient de l'effet du CO2, ce que je doute, du CO2, heureusement qu'on en a pour vivre, mais tout ça, c'est une arnaque intellectuelle pour nous faire culpabiliser et nous faire faire autre chose. Les vaches, elles pètent, elles rotent, ok, comme les humains, sauf qu'on n'a jamais eu aussi peu de vaches en France. Donc, depuis des années, il y a eu du réchauffement climatique, s'il y en a, à cause de nos vaches. Mais tout ça, c'est une fumisterie, c'est pour nous faire faire des choses qu'on n'a pas l'intention de faire. Et le problème, vu qu'on est dans l'Europe et qu'on vit à cause des subventions, eh ben, ils vont nous imposer certaines choses, parce que sinon, on ne pourra plus toucher leurs subventions qu'on est pour le moment obligé de toucher, sinon on ne peut plus vivre. Pour ça, il faut sortir de tout ce carcan et vendre nos produits au juste prix, quitte à subventionner mettre une TVA sociale, mettre une TVA très très basse pour que les consommateurs puissent acheter français, ou mettre de l'argent dans les collectivités, dans les maisons de retraite pour qu'ils aient un prix de repas correct, pas plus cher que les importations, et surtout taxer comme il veut faire notre ami. Pour moi, c'est un ami, Trump, parce que c'est un patriote américain. Moi, je voudrais avoir le même gars en France, comme par exemple vous, parce que lui va taxer les importations, ce que nous, on devrait faire. Et je pense que grâce à Trump, on va peut-être pouvoir sortir de l'Europe, parce que l'exemple Trump, il va très très bien marcher en Amérique, et nous, c'est ce qu'il faut qu'on mette en France. Et même dans tous les pays d'Europe, on est tous en concurrence, les éleveurs. Que ce soit les Allemands, les Espagnols, c'est la bérésinade. Tous les agriculteurs européens disparaissent, parce que les normes, elles sont absurdes d'un pays à l'autre. Cette Europe, elle sert à rien, juste à nous mettre en guerre. Et on le voit bien, là. En attendant que Trump il se mette au pouvoir, ils sont en train de
de passer la vitesse supérieure. Biden, il va envoyer des bombes en Russie. Ils essayent de sauver leur petit monde comme ils peuvent. S'ils peuvent créer une troisième guerre mondiale pour éviter que Trump prenne le pouvoir ou pour qu'on évite de sortir de l'Europe, je ne sais pas. Vous voyez bien, tous les jours, on ne maîtrise rien du tout au niveau de la géopolitique. Ça, c'est jamais vu de ce qui se passe en ce moment. Je suis d'accord avec vous, il y a de quoi être très très inquiet. Il y a tout ce que vous venez de dire, je suis d'accord, vous le savez. Déjà, il y a un premier point sur l'affaire des voitures diesel. Je crois que les Français, les Allemands se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude s'ils pensent que les Brésiliens ne vont pas se mettre à acheter des voitures chinoises. Parce que le problème, c'est que nos voitures, de toute façon, ne sont plus compétitives parce que nous avons des coûts de l'énergie qui ont été extraordinairement poussés à la hausse, notamment depuis les sanctions contre la Russie et puis la destruction du gazoduc Nord Stream. Donc on a des voitures qui ne sont plus compétitives. C'est d'ailleurs un des drames de la situation en Allemagne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Scholz a retéléphoné à Poutine, la queue basse, si j'ose dire. Mais le problème, c'est que ceux qui pensent qu'à partir du moment où on va acheter de la viande au Brésil, on va pouvoir leur vendre des voitures, ben, ils se trompent parce que les Brésiliens, ils n'achèteront pas forcément des voitures françaises. Ils pourront très bien acheter des voitures chinoises, ou des voitures indiennes d'ailleurs, qui sont encore meilleur marché et qui montent en gamme sans arrêt. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un drame quand même que l'on trouve dans les mondes agricoles. On s'était parlé au téléphone il y a quelque temps de ça. Moi, aux européennes, j'ai été quand même j'ai trouvé ça triste parce que le fait que je ne passe jamais dans les médias, jamais, c'était pire qu'en 2019. A limité notre expansion. On a fait 1,04%, ce qui n'est pas normal. On aurait dû faire beaucoup plus. Moi, je vois dans la rue en permanence des Français, des gens qui viennent me voir en me disant que c'est formidable, que ce que je dis c'est très bien. Je leur dis, avez-vous voté pour moi ? Il y en a 90%, mais vraiment, hein, je les compte dans ma tête, il y en a à peu près 85 à 90% qui disent non. Et je dis, mais pourquoi vous n'avez pas voté pour moi ? Et ils me disent, mais parce qu'on sait que vous n'y arriverez pas. Et je dis, mais pourquoi vous savez que vous n'y arriverez pas ? Parce que vous n'êtes pas à la télé, on sait que vous alliez faire un petit score, donc on a voté utile, donc on a voté Bardella, Manon Aubry, etc. Et je leur dis, mais vous avez voté utile, mais c'est utile à quoi en fait ? C'est utile uniquement aux gens qui veulent rester dans l'Union européenne, parce qu'il n'y a personne en ce moment au Parlement européen, de nouveau, pour parler du Frexit et pour des députés qui auraient pu faire un peu de comment dirais-je, d'esclandre au Parlement européen, qui auraient pu faire connaître nos analyses. Et ça, il y a de ce point de vue-là. Alors j'avais regardé minutieusement dans le monde agricole. Nous, on a fait 1,0 et quelques % au niveau national. D'après les sondages post-électoraux, il y a à peu près 3% des agriculteurs qui ont voté pour la liste que je conduisais pour le Frexit. Mais c'est pas 3% qu'il devrait y avoir, c'est 90% des agriculteurs familiaux. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je vous soutiens, que j'essaie de vous faire passer sur nos médias. Il faut qu'on soit solidaires, parce que beaucoup d'agriculteurs, quand je vois qu'ils ont voté, la première liste pour laquelle ils ont voté, c'est la liste du Rassemblement national. Je peux comprendre, parce qu'on leur présente le Rassemblement national comme un mouvement politique d'opposition, etc. Enfin, ils peuvent voir que Bardella, il est jamais au Parlement européen, que Bardella, il est pour l'Europe, pour Zelensky, pour l'OTAN, etc. Et ils ont pu voir que le Rassemblement national a stoppé la procédure de destitution contre Macron et ne refuse de sanctionner, de censurer Barnier. Et puis il y en a les autres, après ça, les agriculteurs, après ça, ils ont voté pour la liste de Valérie Ayer, c'est-à-dire les macronistes. Moi, ça me désespère. Ça veut dire que beaucoup d'agriculteurs, comme vous le dites très justement, je peux les comprendre. Moi, je les comprends. Moi, mes arrière-grands-parents, c'était des agriculteurs, comme beaucoup de Français. Et c'est vrai que quand on est à la campagne, qu'on s'occupe de son exploitation, on n'est pas forcément un expert de la politique. On regarde un peu ce qu'on entend sur TF1 ou sur BFM, et on va pas creuser un petit peu plus loin. Mais c'est dramatique parce que les grands médias font en sorte que les agriculteurs, sans qu'ils s'en rendent compte, votent pour les gens qui sont en train d'accepter leur destruction. La situation est vraiment catastrophique, et la première chose, c'est une prise en compte, une prise en compte du problème. Pour ça, moi, toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, il faut à la fois, si je peux me permettre, qu'ils se rapprochent de l'UPR, mais aussi qu'ils se rapprochent de vous, les agriculteurs en particulier, Verte France, epis43@protonmail.com. Ils contactent Sébastien Béraud, ça s'écrit B-E-R
B-E-R-A-U-D. Il y a un deuxième. AUD. B-E-R-A-U-D. B-E-R-A-U-D. Et puis, pour savoir un petit peu comment faire pour se mobiliser. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Sinon... Allez-y, pardon, j'ai longtemps... Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas des grands médias, on a du mal à percer, vous le voyez. Moi, c'est pareil. Moi, je rêverais d'une confrontation sur un grand média à 21h avec Rousseau, la présidente de l'ACR et le ministre de l'Agriculture. Je vous garantis que la prochaine fois, vous faites 30-40% de voix, peut-être plus, parce qu'il faut faire parler des gens comme nous, du bon sens paysan, de la terre, qui voyons bien ce qui se passe dans nos campagnes. C'est pas à Paris avec l'intelligence artificielle qu'on va refaire le monde et qu'on va poursuivre dans ce monde. C'est les paysans les premiers écologistes. C'est les paysans qui veulent continuer de vivre, de garder notre France. D'abord, les paysans, c'est les habitants du pays. Avant, on était 90% de paysans. Aujourd'hui, on est 1%. Mais c'est pas à cause qu'on est 1% qu'on est tous des niais. Avant, c'était l'enfant le plus terrible de la famille, le moins intelligent qui faisait agriculteur. Aujourd'hui, on est tous intelligents, on a tous des bacs, on est ouvert sur le monde. On veut continuer à prospérer, à transmettre nos exploitations à nos enfants. Mais voilà, c'est pas dans la mondialisation qu'on va y arriver. On peut pas. Au Brésil, ils font 3 cultures par an dans le même champ. Ils font blé, maïs, soja. Tous les 4 mois, ils font une récolte. Nous, on a du mal à faire une récolte par an. Donc, autant dire qu'on peut pas rivaliser. Donc, quand on peut pas rivaliser, eh bien, on change les règles du jeu et on joue pas dans la même cour. C'est tout. C'est comme si vous voulez faire un 100 mètres à un athlète et il y a un gars qu'on lui met un poids de 100 kilos sur le dos, il pourra pas suivre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA et Sciences Po pour comprendre ça. C'est juste du bon sens paysan. On n'est pas à l'abri un jour d'avoir une grande guerre ou d'avoir je sais pas quoi, qu'on puisse plus faire d'importation et ça sera la famine. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de paysans qui produisent de l'alimentation ou très peu. On a des filières entières qui sont en train de disparaître. La preuve en est, c'est que 70% de l'assiette des Français, elle est importée de l'extra-communautaire ou de la communauté européenne. Alors qu'avant 92, avant d'entrer dans l'Europe, on était la première puissance agricole européenne et la deuxième mondiale. Aujourd'hui, même les pays africains sont en train de nous doubler. On fait partie du tiers-monde. Mais rien que ça prouve que l'Europe, elle nous a mis en faillite. Il n'y a jamais eu aussi peu d'agriculteurs en France. Il n'y a jamais eu autant de faillites, autant de divorces, autant de malheureux, des jeunes agriculteurs qui n'ont plus le temps de sortir pour trouver une campagne parce qu'ils sont toujours la tête dans le boulot. Ils font 90 heures, 100 heures par semaine pour pouvoir payer leur crédit. Mais c'est un suicide, c'est un génocide, c'est un agricide. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Vous avez dit, si je peux me permettre, quelque chose qui est extrêmement important en plus de le reste, c'est que vous touchez du doigt quelque chose dont on ne parle jamais. C'est qu'il y a des gens qui pensent, très bien, si les agriculteurs disparaissent, tant pis, on achètera au Brésil, on achètera en Nouvelle-Zélande, on achètera, je sais pas où. Mais le problème qui se pose, c'est un problème de ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. C'est que normalement, un chef d'État, des gens qui dirigent un État doivent toujours envisager le pire. Or, le pire, vous l'avez dit vous-même, et vous avez 1000 fois raison, c'est qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je sais pas, il y a, mettons, une guerre générale, ou qu'il y a une révolution au Brésil, et que le Brésil ne peut plus livrer la viande et les tourteaux de soja, ou je sais pas quoi, ou tout ce qu'il fabrique. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une révolution ou une guerre dans les détroits de Malacca et de Singapour, qui bloque l'arrivée de conteneurs venus de Chine? Qu'est-ce qui se passe si les États-Unis lancent une guerre contre la Chine au sujet de Taïwan, etc. Les gens n'ont pas de réponse à ça. De la même façon que maintenant, on fabrique de moins en moins de produits de vêtements en France, mais si demain, on produit de moins en moins de choses, d'ailleurs en France, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais si demain, par exemple, il y avait le blocage des détroits dont je parlais à l'instant, on risque de se retrouver à poil, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire, on fabrique de moins en moins de vêtements en France. Et si on fabrique plus de vêtements, si on ne fabrique plus de la nourriture pour se nourrir, qu'est-ce qui se passe en cas de coup dur? Voilà, un chef d'État, un homme d'État, des responsables qui ont le sens de l'État, qui ont le sens des générations futures, qui ont le sens
de la gravité de l'histoire. L'histoire, elle est faite de crises, de toute gravité. Doivent savoir, c'est absolument fondamental, qu'il faut assurer l'autosuffisance alimentaire de sa propre population. Voilà. Et donc c'est absolument scandaleux que tout ça passe à la trappe, comme si on allait avoir une espèce de vallée de roses, que tout le commerce international fonctionnerait parfaitement. Donc je suis 1000 fois d'accord. Il faut rappeler aussi, et ça malheureusement je crois qu'il y a encore un certain nombre d'agriculteurs qui ne l'ont pas forcément bien compris, que l'Union européenne ne nous donne pas d'argent, notamment ne donne pas d'argent aux Français sur la politique agricole commune. Plus exactement, bien sûr, ils reçoivent des subventions avec d'ailleurs toute une paperasse absolument incroyable, mais comme on l'a déjà dit, il faut le répéter, marteler, que ça entre dans les têtes, cet argent, c'est de l'argent que nous avons d'abord donné à l'Union européenne et dont l'Union européenne nous pique à peu près un tiers pour nous rendre les 2 tiers restants avec des contraintes du style, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. C'est-à-dire que c'est l'un des secrets de toute cette escroquerie. Si on sort de l'Union européenne, les agriculteurs, ils auront toujours les mêmes subventions, peut-être même d'ailleurs on pourra les augmenter, avec d'ailleurs des circuits beaucoup plus courts, parce qu'on ne sera pas obligé de passer par Bruxelles pour que ça revienne. Il n'y aura pas des histoires de cadastre, de réforme de cadastre, etc. On pourra verser des subventions tout de suite, beaucoup plus rapidement aux agriculteurs. Et tout ça sans que ça ne nous coûte de l'argent. Au contraire, on gagnera de l'argent en faisant ça, en sortant de l'UE. Voilà, je pense que vous êtes confrontés à ce problème quand vous parlez à vos collègues, à vos amis agriculteurs. Il y en a quand même encore un certain nombre qui sont victimes de la propagande européiste sur cette question, je pense. Mais oui, c'est sûr. Quand je leur dis que je veux sortir de l'Union européenne, ils me disent « Ouais, mais les subventions. » Mais j'ai dit « On pourra en toucher plus. » On donne 27 milliards, on en reçoit à peine 10. Parce que maintenant, il faut savoir que les collectivités locales, elles touchent des aides PAC que nous, on devrait toucher. Donc, ils les ramassent à notre place parce que les communes, tout ça, les collectivités, vu qu'on a enlevé la taxe d'habitation, ils ont été saignés par Macron, donc ils récupèrent de l'argent de l'Europe. Mais c'est un scandale parce qu'ils le récupèrent à notre place, les paysans. Donc, on va arriver un jour où on n'aura plus d'aide européenne, on ne pourra plus vivre parce qu'on ne sera plus là, et on sera toujours dans l'Europe. Donc, il vaudrait mieux en sortir. Et les 27 milliards, je pense qu'on pourrait couper la poire au milieu et la redistribuer en entier aux agriculteurs, remettre du bon sens paysan, des circuits courts, plus besoin d'acheter des soja OGM, on pourrait créer nos protéines, le monde des céréaliers, ou faire céréales sur céréales pour exporter des céréales contre des armes en Afrique, eh ben, on pourrait faire de la protéine pour le monde de l'élevage, leur terre, elle s'en porterait pas plus mal. De toute façon, à tout problème, il y a une solution. Sauf qu'on se les fait mettre à l'envers après la Deuxième Guerre mondiale avec l'Amérique. Il a fallu acheter les soja OGM, les soja américains et brésiliens. Donc voilà, et on continue toujours, 50 ans, 70 ans après, avec les accords du Mercosur. Le général de Gaulle, il doit se retourner dans sa tombe quand il doit voir tout ça. C'est abominable. Et pire encore, Macron, il a rebaptisé le ministère de l'Agriculture ministère de la Souveraineté agricole alimentaire. Et ils font tout le contraire. Mais c'est des véritables pompiers pyromanes. Ces gens, il faut les interner ou les mettre en prison. Ils sont dangereux. Parce que, comme vous l'avez dit, moi je l'ai dit, on est en train de la perdre, notre souveraineté alimentaire. Et un jour ou l'autre, ça va nous péter à la gueule. D'ailleurs, dans toutes les communes, suite à la Seconde Guerre mondiale, il y avait une loi qui avait été votée où tous les maires, ils devaient venir en substitution si jamais il y avait un problème de famine. Dans les mairies, dans les campagne, on devrait avoir l'alimentation pour nos communes, mais ça n'est plus le cas. Il y a une loi là-dessus. Ça n'est plus le cas. Il y a des communes où il y a quasiment plus d'agriculteurs et ces agriculteurs ne font plus de biens de consommation, de viande, tout ça, de lait. Il y a jamais eu aussi peu de vaches. Toute la région de la Beauce, il n'y a plus d'animaux. Tout le sud-ouest, il n'y a plus d'animaux. Il reste juste des animaux dans les montagnes. On ne peut pas labourer les prés parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'est scandaleux. Mais je ne sais pas où c'est qu'on va, on marche sur la tête, puisqu'on est dans les valeurs inversées, mais dans tous les niveaux, que ce soit dans tous les métiers, que ce soit même au niveau de notre société, des valeurs humaines, voilà, la religion, tout ça, on a tout perdu. Ça fait peur, hein, ce monde dans lequel on vit, parce que les valeurs inversées, c'est grave, parce qu'on les inculque à nos enfants, et c'est pas ce monde qu'on doit leur laisser. Ils sont naïfs et... c'est pas normal, on ne doit pas se servir des enfants comme on est en train de le faire dans les écoles en leur apprenant au niveau de la sexualité, tout ça. C'est dangereux ce qu'on fait. Un jour ou l'autre, on va le prendre en plein dans la tête.
Et moi, j'ai peur de l'avenir de notre pays si on reste dans ce système affreux de l'Europe. Et voilà, il faut absolument que les gens se réveillent. Je suis d'accord avec vous, y compris sur les aspects sociétaux que vous pointez, parce qu'en effet, on a l'impression d'un monde digne de George Orwell, vous savez, qui est dans son livre 1984, qui avait des slogans du style l'Europe, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, etc. C'est-à-dire que c'est tout le contraire. Et quand Macron parle de souveraineté, ça veut dire qu'il est en train de détruire notre souveraineté. Voilà, quand il dit que la France est plus forte, ça veut dire qu'en fait que la France est plus faible. En fait, tout est comme ça. C'est véritablement des psychopathes qui sont à la tête du pouvoir. Il n'y a pas que Macron, d'ailleurs, il y a tout le gang qui est avec lui, qu'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de pays. Rappelons aussi, pour les gens qui nous écoutent, que l'Union européenne non seulement nous coûte de l'argent, puisque les subventions, en fait, c'est nous qui les payons, mais elle nous empêche en plus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger. Sébastien, vous évoquiez la nécessité, que je suis d'accord tout à fait, dans certains cas, de protéger nos marchés parce que sinon ils sont non compétitifs, donc il faut les protéger pour garantir ne serait-ce que, le maintien d'une vie agricole en zone rurale, le maintien de notre autosuffisance alimentaire, le maintien de l'entretien des paysages, le maintien d'une tradition, d'une identité française, le maintien de la qualité organoleptique des aliments, parce que les Français, ils aiment beaucoup aussi tout ce qui est bio, etc. Donc pour protéger tout ça, on ne peut pas mettre ça en compétition avec effectivement des industries agroalimentaires qui bénéficient de coûts très très bas, par exemple au Brésil. Et pour ça, ça nécessite en effet de mettre des barrières douanières, de revenir à ce qui était auparavant. Or, on ne peut pas, il faut que nos amis agriculteurs qui vous écoutent, qui m'écoutent, on ne peut pas établir de barrières alimentaires. La France ne le peut pas. Elle ne peut pas, même les productions, même faire du Made in France, c'est extrêmement difficile, puisqu'on a des règles terribles qui nous sont imposées par l'Union européenne. Bon, on arrive, faut pas lasser nos téléspectateurs, on arrive vers la conclusion de cet entretien dont je vous remercie. Je vais essayer, si vous me le permettez, est-ce que vous êtes déjà passé dans des chaînes de télé un petit peu sur Internet? Est-ce que vous êtes déjà allé sur Tocsin, sur Radio Courtoisie, TV Liberté? Ils font leur meilleur. Heureusement qu'ils sont là aussi. Hein. Ah oui. Moi, j'apporte aussi ma pierre à l'édifice. Est-ce que vous avez, pour conclure, un mot à dire, un appel à lancer, quelque chose à dire de particulier, Sébastien? Pour le pays de la gastronomie, j'aimerais que nos chefs étoilés du guide Michelin, ils pensent aux agriculteurs. Parce que dans quelques années, s'ils ont de la farine d'insectes et des steaks à intelligence artificielle, ça va être compliqué pour redorer le blason de la France. Et je voudrais aussi qu'on sorte l'agriculture de l'OMC et qu'on sorte aussi les produits agricoles de la bourse. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui connaissent rien à ce que c'est un grain de blé ou un grain de riz ou du lait ou de la viande et qui spéculent. Si on sortait tout ça de là, je pense que nos industriels ne chercheraient pas à faire du pognon pour être bien cotés en bourse. Je pense qu'il faut vraiment retourner la table et se mettre tous ensemble, le peuple et les paysans, pour savoir quel monde on veut demain et quelle nourriture on veut manger. Voilà. Et je les invite à me rejoindre parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, sinon on va à la catastrophe et à la famine. Merci Sébastien Bayrou. Je rappelle à toutes les personnes qui nous ont écoutés que vous venez de créer un syndicat indépendant des autres, le seul syndicat agricole qui pose les problèmes tels qu'ils sont, c'est-à-dire que tant qu'on sera dans l'Union européenne, dans l'euro, on pourra ne faire qu'une chose, c'est assister à l'immolation, le suicide de la paysannerie française qui remonte à des millénaires. On le constate déjà, le plus gros est déjà presque fait, mais on a l'impression que maintenant c'est le coup de grâce qui est en train de se produire. Donc il faut que tout le monde se mobilise, ne plus du tout faire confiance aux syndicats qui sont présentés dans les médias, même comme les partis d'opposition, les syndicats d'opposition, ce ne sont pas des opposants puisqu'ils acceptent l'inacceptable, c'est-à-dire que toutes nos décisions sont prises par l'Union européenne. Donc moi, j'ai un appel à lancer. Politiquement, rejoignez UPR, mais du point de vue syndical, rejoignez Verte France de Sébastien Bayrou, que vous avez dû faire avec des amis, et vous le contactez, epis43 protonmail.com. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Et puis bon courage pour la suite des événements. On est avec vous, vous le savez. Et puis vive l'agriculture et vive la France. Merci beaucoup. Vive la France.